Je m'appelle Zayn. J'ai 31 ans et je travaille comme conseiller financier à Boston, aidant les gens à éviter des erreurs coûteuses en matière d'argent. Ironique, n'est-ce pas? Parce qu'au printemps dernier, j'ai découvert mon nom sur une hypothèque de 470 000 $. Je n'ai jamais signé lors d'une vérification de crédit de routine. Quand j'ai réalisé que mes parents avaient utilisé mon identité pour la maison de rêve de ma sœur, je ne les ai pas confrontés. J'ai simplement gelé le prêt. 2 jours plus tard, leur agent immobilier m'a appelé en panique. Avant de vous dire comment toute ma famille a implosé, dites-moi d'où vous regardez. Et appuyez sur ce bouton d'abonnement si vous avez déjà eu votre confiance trahie par quelqu'un que vous aimez. En grandissant dans la banlieue du Connecticut, j'ai toujours su quelle était ma place dans la hiérarchie de ma famille. Mes parents, Robert et Patricia, n'ont jamais essayé de cacher leur préférence pour ma sœur cadette, Amanda. Ce n'était pas quelque chose dont nous parlions ouvertement, mais les preuves étaient partout si l'on y prêtait attention. Et j'y prêtais attention. Quand Amanda a eu 16 ans, elle a reçu une toute nouvelle Honda Civic. Quand j'ai eu 16 ans 2 ans plus tôt, j'ai reçu une contribution de 500 $ pour la voiture que je pouvais me permettre avec mes propres économies. Mon travail d'été de sauveteur couvrait à peine une Ford rouillée qui tombait en panne une semaine sur 2. Mais je ne me suis jamais plaint. C'était juste comme ça que les choses se passaient dans notre maison. Les matins de Noël racontaient la même histoire. La pile de cadeaux d'Amanda dominait toujours la mienne. Anniversaire. Elle recevait des fêtes avec des dizaines d'amis dans des lieux chers. Je recevais de la pizza et du gâteau à la maison avec mes 3 amis les plus proches. Vacances familiales. Amanda avait le choix des destinations pendant qu'on me disait d'être reconnaissant pour tout ce qui était décidé. Ne vous méprenez pas, nous n'étions pas pauvres. Loin de là. Mon père travaillait comme administrateur d'hôpital et ma mère est agent immobilier dans une zone aisée. Nous vivions dans une maison coloniale de 4 chambres dans un quartier avec de bonnes écoles et des pelouses entretenues. Selon la plupart des normes, nous étions solidement de classe moyenne supérieure. Mais un message clair était transmis par chaque décision. Amanda était la priorité. J'ai appris très tôt que si je voulais quelque chose, je devais le gagner moi-même. Alors, je l'ai fait. J'ai travaillé tout au long du lycée, économisant chaque centime que je pouvais. Quand est venu le temps des candidatures à l'université, mes parents ont vaguement mentionné qu'ils avaient mis de l'argent de côté pour l'éducation, mais m'ont encouragé à postuler pour des bourses et des prêts. J'ai fini par aller à l'université d'État avec une bourse partielle. J'ai travaillé 20 heures par semaine à la librairie du campus et j'ai pris des emplois d'été pour minimiser ma dette. Pendant ce temps, Amanda s'était vue promettre n'importe quelle école où elle serait acceptée, même si ses notes étaient au mieux médiocres. 2 ans plus tard, elle s'est inscrite dans une coûteuse université privée où elle a changé de majeur 3 fois avant de se décider pour la communication. Après l'université, j'ai pris une année pour travailler dans une banque, en économisant agressivement avant de postuler à la business school. Pas d'aide de mes parents là non plus. Tu es adulte maintenant, a dit mon père. Il est temps de te tenir sur tes propres pieds. J'ai contracté des prêts, vécu dans un petit appartement avec 2 colocataires et mangé des ramen plus souvent que je ne veux m'en souvenir. Le travail acharné a payé. J'ai obtenu mon MBA, j'ai décroché un emploi dans une société de conseil financier à Boston et j'ai lentement bâti une solide clientèle. Je me suis spécialisé dans l'aide aux jeunes professionnels pour mettre en place des stratégies d'investissement et éviter les pièges de la dette. L'ironie ne m'échappe pas. À 30 ans, j'avais remboursé mes prêts étudiants, constitué un fonds d'urgence et cotisé le maximum à mes comptes de retraite. J'ai acheté un modeste condo dans un quartier en développement de la ville. Rien d'extraordinaire, mais c'était à moi. J'étais fier de ce que j'avais accompli par moi-même. Ma relation avec ma famille est restée tendue, mais civile. J'appelais pendant les vacances, je rendais visite 2 fois par an et j'envoyais des cadeaux appropriés pour les anniversaires. Nous avons maintenu l'apparence d'une famille normale, même s'il y avait toujours une tension sous-jacente. Amanda, pendant ce temps, avait suivi un chemin très différent. Après l'université, elle est retournée vivre chez nos parents temporairement pendant qu'elle réfléchissait à ses prochaines étapes. Temporaire est devenu permanent. À 27 ans, elle vivait toujours chez nos parents, travaillait à temps partiel dans une boutique appartenant à une amie de ma mère et dépensait la majeure partie de ses gains en vêtements et en week-end entre amis. Puis, Amanda a rencontré Bradley. Il venait d'une famille riche, argent de famille, et travaillait dans la société d'investissement de son père. Il conduisait une Tesla, portait des vêtements de marque et emmenait Amanda à des rendez-vous somptueux.
Mes parents étaient ravis. Voici enfin l'homme prospère qui donnerait à Amanda la vie qu'il pensait qu'elle méritait. Après 1 an de fréquentation, Bradley a proposé avec une bague en diamant qui coûtait plus que ma première voiture. Le mariage était prévu pour l'été suivant. Une affaire extravagante que mes parents ont immédiatement commencé à planifier malgré leurs difficultés financières de plus en plus évidentes. Il y avait juste un problème, le logement. Bradley, malgré sa richesse apparente, a insisté pour qu'il trouve la première maison parfaite avant le mariage. Pas une maison de départ ou un appartement, mais une propriété vitrine digne de son statut. Et Amanda, encouragée par nos parents, était complètement d'accord. Nous voulons juste qu'elle soit heureuse, m'a dit ma mère lors d'un de nos appels téléphoniques. Elle mérite de commencer sa vie de mariée dans une belle maison. Ce qu'elle n'a pas dit, mais ce que je soupçonnais, c'est que les finances de mes parents n'étaient pas aussi solides qu'ils le prétendaient. Mon père avait pris sa retraite anticipée après la fusion de son hôpital avec un plus grand système de santé. L'entreprise immobilière de ma mère avait souffert lors du dernier ralentissement du marché. Il y avait des indices de problèmes, le club de golf annulé, les vieilles voitures de luxe qu'ils avaient l'habitude de remplacer tous les 3 ans, les rénovations qui ne semblaient jamais avoir lieu. Pourtant, je n'avais aucune idée à quel point les choses étaient désespérées. J'étais concentré sur ma propre vie, fier de mon indépendance financière, et particulièrement fier de mon score de crédit, 820, bâti soigneusement au fil des années de gestion financière stratégique. Ce score de crédit parfait que j'avais travaillé si dur pour atteindre deviendrait bientôt la cible d'une trahison à laquelle je ne m'attendais jamais. C'était un mardi matin en mars quand mon monde s'est effondré. Je bloque toujours le premier mardi de chaque mois pour des travaux administratifs, en examinant mes propres finances, en rattrapant les nouvelles de l'industrie et en planifiant des stratégies clients. Une partie de ma revue financière personnelle comprend la vérification de mon rapport de crédit. Pas parce que je postulais pour quoi que ce soit, mais parce qu'en tant que conseiller financier, je mets en pratique ce que je prêche. La surveillance régulière est la meilleure défense contre le vol d'identité. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Je me suis connecté à mon service de surveillance de crédit, m'attendant à voir le même rapport immaculé que d'habitude. Au premier coup d'œil, tout semblait normal. Puis je l'ai remarqué. Un nouveau compte ouvert 3 semaines plus tôt. Une hypothèque de 470 000 $ auprès d'un prêteur que je ne reconnaissais pas. Ma première pensée a été le vol d'identité. Un criminel avait obtenu mes informations d'une manière ou d'une autre et les avait utilisées pour obtenir une hypothèque. J'ai ressenti une vague de panique suivie d'un étrange calme qui vient de la connaissance professionnelle. Je traitais ce genre de situation pour des clients occasionnellement. Je savais exactement quoi faire. J'ai appelé le prêteur, j'ai expliqué que je pensais être victime de vol d'identité et j'ai demandé des détails sur la demande. La représentante du service clientèle a été serviable mais prudente. Je peux vérifier certaines informations avec vous, Monsieur Carter, mais je vais d'abord avoir besoin que vous confirmiez votre identité. J'ai fourni ma date de naissance et les 4 derniers chiffres de mon numéro de sécurité sociale. Merci. Oui, je peux voir la demande ici. Elle a été soumise en ligne le 12 février et approuvée le 28 février. Quelle adresse est inscrite sur la demande? Ai-je demandé, en me procurant un stylo. Quand elle me l'a dit, j'ai figé. Ce n'était pas une propriété quelconque à l'autre bout du pays. C'était une adresse dans ma ville natale, à seulement 3 rues de l'endroit où vivaient mes parents. Et quelles informations de contact ont été fournies? Ma voix était stable, mais ma main tremblait pendant que j'écrivais. Nous avons un numéro de téléphone et une adresse email. Souhaitez-vous que je les partage? Quand elle les a lus à voix haute, ma suspicion s'est transformée en certitude. Le numéro de téléphone appartenait à mon père. L'adresse email était celle que ma mère utilisait pour son entreprise immobilière. J'ai remercié la représentante en disant que j'avais besoin de vérifier certains documents avant de continuer. Après avoir raccroché, je suis resté immobile, essayant de comprendre ce que cela signifiait. Mes propres parents avaient utilisé mon identité pour obtenir une hypothèque. Ils m'avaient volé d'une des manières les plus personnelles qui soient. J'ai eu besoin de voir la propriété. J'ai tapé l'adresse sur Google Maps et suis passé en vue de rue. L'image montrait un grand chantier de construction avec une maison partiellement construite, clairement une nouvelle construction dans un lotissement haut de gamme. Je me suis rappelé que ma mère avait mentionné quelque chose à propos d'une nouvelle communauté de luxe en construction près de chez eux. Des maisons à partir de 4 chiffres. Avec une inquiétude croissante, j'ai rappelé le prêteur,
cette fois en me faisant passer pour quelqu'un qui examinait ma propre demande. J'appelle juste pour vérifier certains détails sur ma récente demande d'hypothèque, ai-je dit. Ma femme et moi avons regardé tellement de propriétés. Je veux m'assurer que tout est correct. Cette fois, j'en ai appris davantage. La demande avait bien été soumise avec mon numéro de sécurité sociale et mes informations d'emploi, mais la documentation justificative relevée bancaire, déclaration fiscale avait été envoyée depuis l'adresse email de mes parents. La clôture était prévue pour la semaine suivante. J'ai demandé des copies de tous les documents à envoyer à ma véritable adresse email, prétendant que j'avais besoin de tout examiner avant la clôture. 1 heure plus tard, je regardais une demande d'hypothèque avec une signature qui était censée être la mienne. Ce n'était même pas une bonne contrefaçon. Je reconnaissais l'écriture de mon père tentant d'imiter la mienne. Les pièces se sont assemblées avec une clarté nauséabonde. Mes parents avaient utilisé mon identité, mon excellent crédit que j'avais passé des années à construire, pour obtenir une hypothèque qu'ils ne pouvaient probablement pas obtenir eux-mêmes. Et compte tenu de la propriété et du montant du prêt, il devait s'agir de la maison de rêve d'Amanda et Bradley. Je me suis assis dans mon bureau, les stores baissés, fixant les documents sur mon écran. La trahison était profonde. Pas seulement le vol d'identité lui-même, mais le calcul derrière cela. Il m'avait délibérément volé, risqué mon avenir financier et ma réputation professionnelle, tout cela pour donner à ma sœur quelque chose qu'elle n'avait pas gagné. J'ai pensé à toutes ces années à travailler plusieurs emplois, à vivre avec des colocataires, à manger peu cher, à gérer soigneusement chaque carte de crédit et chaque remboursement de prêt pour bâtir mon score de crédit parfait. Tous ces sacrifices et cette discipline, juste pour que ma propre famille essaie d'en tirer parti sans ma connaissance ou mon consentement. La colère est venue par vagues, suivie de l'incrédulité, puis plus de colère. J'ai annulé mes rendez-vous clients de l'après-midi, prétextant une maladie soudaine. D'une certaine manière, ce n'était pas un mensonge. Je me sentais physiquement mal, mon estomac se nouait à la réalisation que les personnes qui étaient censées m'aimer et me protéger m'avaient plutôt exploité de l'une des pires manières possibles. Alors que je rentrais chez moi dans mon condo ce soir-là, des questions tourbillonnaient dans mon esprit. Amanda était-elle au courant de ce stratagème? Bradley était-il impliqué? Depuis combien de temps planifiait-il cela? Et surtout, qu'allais-je faire? J'ai pris le lendemain de congé. Je ne pouvais pas me concentrer sur les finances des clients lorsque les miennes avaient été si complètement violées. Au lieu de cela, j'ai consacré la journée à comprendre exactement ce qui s'était passé et quelles étaient mes options. Premièrement, j'ai recherché la fraude hypothécaire et le vol d'identité par des membres de la famille. Ce que j'ai trouvé était désolant. Ce n'était pas juste un désaccord familial ou un malentendu. C'était un crime fédéral avec des conséquences sérieuses. Mes parents pouvaient faire face à des accusations de vol d'identité, de fraude hypothécaire et de falsification de documents, des crimes passibles de peine de prison potentielle. J'ai appelé Marcus, un ami d'enfance devenu avocat pénaliste. Sans mentionner de nom, j'ai expliqué la situation. Hypothétiquement, a dit Marcus, après avoir entendu mon histoire, si les parents de quelqu'un utilisaient leur identité pour obtenir une hypothèque sans consentement, nous parlons de charges sérieuses. Le vol d'identité seul est passible de 15 ans de prison fédérale. La fraude hypothécaire ajoute encore 30 ans de peine maximale potentielle, plus des amendes jusqu'à $1 million. Cela semble extrême pour des membres de la famille, ai-je dit, me sentant soudainement protecteur malgré ma colère. La loi ne se soucie pas des liens de famille. La fraude est la fraude. Mais réalistement, les délinquants primaires avec de bons avocats pourraient obtenir des peines réduites. Pourtant, nous parlons de temps de prison potentielle, de probation et de ruine financière. Leur carrière serait terminée, surtout la licence immobilière de votre mère après une condamnation pour fraude. La gravité de la situation s'est imposée. Mes parents avaient commis des crimes graves qui pouvaient détruire leur vie. Aussi en colère que j'étais, je n'étais pas sûr de vouloir cela. Que conseilleriez-vous à un client dans cette situation? Ai-je demandé. Documentez tout, bloquez votre crédit, déposez des rapports auprès des bureaux de crédit, contactez le prêteur pour signaler la fraude, et décidez si vous voulez porter plainte. Après avoir remercié Marcus, j'ai tourné mon attention vers la compréhension de pourquoi mes parents avaient fait cela. L'explication la plus logique était que l'hypothèque était pour la nouvelle maison d'Amanda et Bradley, la première maison parfaite dont ils parlaient. Je n'avais pas prêté beaucoup d'attention aux réseaux sociaux d'Amanda depuis des années, mais maintenant j'ai fouillé. Effectivement,
son Instagram était rempli de posts sur leurs nouvelles constructions personnalisées et leur maison de rêve. Il y avait des photos d'elle et Bradley debout sur un terrain vide, main dans la main. Dans une légende de janvier, elle a écrit « Tellement reconnaissante d'avoir des parents qui aident à réaliser les rêves. » Maison de rêve bénie. L'horodatage de ce post était 2 semaines avant que la demande d'hypothèque ne soit soumise en mon nom. J'ai continué à faire défiler et j'ai trouvé plus de preuves. Amanda et Bradley rencontrant des entrepreneurs, choisissant des luminaires, sélectionnant des couleurs de peinture. Mes parents sont apparus sur plusieurs photos, rayonnant fièrement comme s'ils faisaient un cadeau généreux. En réalité, ils commettaient une fraude et ruinaient potentiellement mon avenir financier. Une pensée m'est venue. Si ces informations étaient partagées aussi ouvertement sur les réseaux sociaux, combien de personnes étaient au courant de la maison? Toute la famille savait-elle ce que faisaient mes parents? J'ai vérifié mes messages textes. Il y avait un groupe de discussion familiale auquel j'avais été ajouté il y a 2 ans, mais que j'ignorais la plupart du temps. En faisant défiler les messages des mois passés, j'ai trouvé de nombreuses références à la maison d'Amanda. Des cousins demandant des nouvelles de la construction, des tantes offrant des conseils de décoration, des oncles recommandant des entrepreneurs, mais il y avait une autre discussion de groupe familial dont je ne faisais pas partie. Amanda y avait fait référence accidentellement une fois dans le groupe principal. Comme je l'ai dit dans l'autre groupe, ils avaient une conversation séparée qui m'excluait où ils discutaient probablement des détails de ce stratagème. La prise de conscience que j'étais peut-être le seul dans l'ignorance m'a frappé fort. Étais-je si déconnecté de ma famille qu'ils se sentaient à l'aise non seulement de commettre une fraude en mon nom, mais d'en discuter ouvertement entre eux? Est-ce que tout le monde savait sauf moi? J'ai appelé mon cousin Ryan, auquel j'avais toujours été relativement proche, malgré la dynamique familiale. Salut, Ryan, une question rapide. As-tu entendu parler de la nouvelle maison d'Amanda? Son hésitation m'a tout dit avant même qu'il ne parle. Oui. Celle en construction près de chez tes parents. Elle est censée être incroyable. Piscine intérieure, home cinéma, tout. Qui paie pour ça, ai-je demandé directement. Une autre pause. Je pense que tes parents les aident avec la compte ou quelque chose comme ça. Pourquoi? Juste curieux. Amanda l'a mentionné, mais je n'ai pas eu les détails. Le mensonge venait facilement. Donc, il contracte une hypothèque, j'imagine. Je ne connais pas les aspects financiers, mais ta mère a dit quelque chose sur le fait qu'il pourrait s'offrir une maison beaucoup plus grande que prévu. Bonne synchronisation avec les taux d'intérêt et tout ça. Après avoir raccroché, je me suis rassis et j'ai traité ces nouvelles informations. Une piscine intérieure, un home cinéma. Ce n'était pas juste une maison de départ pour un jeune couple. C'était une propriété de luxe qui, même avec l'argent de la famille de Bradley, semblait excessive. Et la bonne synchronisation avec les taux d'intérêt était la façon subtile de ma mère de reconnaître qu'ils avaient obtenu de meilleures conditions qu'ils n'auraient dû en volant mon identité et en utilisant mon score de crédit. La trahison ne concernait pas seulement la fraude elle-même. C'était l'exclusion systématique, la conspiration de silence à l'échelle familiale, la façon décontractée dont ils avaient tous discuté de cette décision majeure qui me mettait en danger financier sans jamais penser à m'inclure dans la conversation. J'étais l'outsider dans ma propre famille. Celui dont les réalisations étaient minimisées, dont le travail acharné était considéré comme acquis, et dont l'identité financière était maintenant volée sans une seconde pensée. La douleur était profonde, mais elle a cristallisé ma résolution. Je devais me protéger, même si cela signifiait prendre des mesures contre ma propre famille. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je n'arrêtais pas de passer en revue mes options, en essayant de trouver le chemin le moins dommageable. D'une part, mes parents et ma sœur avaient commis des crimes graves contre moi. Ils avaient volé mon identité, falsifié ma signature et mis mon avenir financier et ma réputation professionnelle en danger. J'avais tout le droit de les signaler aux autorités et de laisser la justice suivre son cours. D'autre part, c'était ma famille. Malgré notre relation tendue et leur favoritisme évident envers Amanda, l'idée de mes parents en combinaison de prison me rendait physiquement malade. Ma mère approchait de la soixantaine, mon père approchait de la soixantaine 10. Une condamnation pour fraude détruirait la retraite à laquelle ils avaient déjà du mal à subvenir. Et qu'en était-il d'Amanda? Aussi frustré que son attitude de droit m'agaçait, voulais-je être responsable de ruiner ses fiançailles? Et son avenir? Bradley venait d'une famille conservatrice et soucieuse de sa réputation. Un scandale financier mettrait probablement fin à leur relation. J'ai envisagé une troisième option,
les confronter directement, exiger qu'ils retirent la demande et espérer qu'ils corrigent le tir. Mais mon expérience de conseiller financier me disait que c'était naïf. La clôture était à quelques jours. Amanda et Bradley avaient probablement fait des plans basés sur l'obtention de cette maison. Mes parents planifiaient cela depuis des mois, clairement. Une simple conversation ne résoudrait pas le problème. De plus, ils avaient eu d'innombrables occasions de venir me voir honnêtement, de demander de l'aide, d'expliquer leur situation, de demander un prêt, voire un cadeau pour la maison d'Amanda. Au lieu de cela, ils ont choisi la tromperie et le vol. Pourquoi attendrais-je de l'honnêteté maintenant? À 6 heures du matin, après une nuit agitée, j'ai appelé Léa, une autre amie de mon programme MBA devenue enquêtrice en crime financier pour une grande banque. Vous devez vous protéger, a-t-elle dit fermement après avoir entendu une version anonymisée de ma situation. La fraude familiale est plus courante que ce que les gens pensent, et elle est particulièrement dangereuse car les auteurs ont accès à tellement d'informations personnelles. Ils connaissent le nom de jeune fille de votre mère, votre premier animal de compagnie, l'adresse de votre enfance, toutes ces questions de sécurité. Alors, que devrais-je faire? Premièrement, bloquez votre crédit auprès des 3 bureaux immédiatement. Cela empêche l'ouverture de nouveaux comptes. Deuxièmement, contactez le prêteur et signalez la fraude. Vous n'avez pas à nommer les noms tout de suite. Signalez simplement que la demande n'a pas été soumise par vous. Troisièmement, mettez en place une surveillance de crédit améliorée et des services de protection d'identité. Qu'en est-il du dépôt d'un rapport de police? Elle a hésité. C'est là que ça devient compliqué avec la famille. Un rapport de police crée un enregistrement officiel de la fraude, dont vous aurez besoin pour une protection complète et pour supprimer le compte de votre historique de crédit. Mais cela déclenche également une enquête criminelle qui pourrait mener à des accusations contre les auteurs. Exactement. Certaines personnes déposent ce qu'on appelle un rapport de police purement informatif où elles documentent la fraude mais refusent d'engager des poursuites initialement. Cela vous offre une certaine protection pendant que vous décidez comment procéder. Après avoir remercié Léa, j'ai pris ma décision. Je prendrai des mesures immédiates pour me protéger financièrement, mais je laisserai la porte ouverte à une résolution familiale si possible. Cela semblait être l'approche équilibrée. Premièrement, j'ai appelé les 3 bureaux de crédit et placé des blocages de sécurité sur mes rapports de crédit. Cela empêcherait toute ouverture de compte supplémentaire à mon nom. Ensuite, je me suis inscrit au service de protection d'identité le plus complet disponible avec une surveillance et des alertes en temps réel. Vint ensuite la partie la plus difficile. J'ai contacté le prêteur hypothécaire et signalé que je n'avais pas demandé ni autorisé l'hypothèque qui apparaissait à mon nom. J'ai expliqué que je pensais qu'il s'agissait de vol d'identité, mais sans nommer encore mes parents comme auteurs. Le prêteur m'a informé qu'il placerait une suspension immédiate sur la demande et lancerait une enquête. La clôture prévue pour la semaine prochaine sera reportée en attendant nos conclusions, a expliqué le représentant du service de fraude. Nous prenons ces questions très au sérieux, Monsieur Carter. Je comprends. J'aimerais fournir des documents supplémentaires pour étayer ma demande. J'ai passé les 2 heures suivantes à compiler des preuves, capture d'écran de la signature falsifiée, documents montrant que je vivais à Boston alors que la demande prétendait que j'habitais dans le Connecticut. Preuve de mon emploi réel par rapport à ce qui était indiqué sur la demande. J'ai créé une chronologie détaillée des événements et rédigé une déclaration expliquant que je n'avais autorisé personne à demander une hypothèque en mon nom. Je me suis arrêté avant d'identifier mes parents comme auteurs dans ma déclaration officielle. C'était une ligne que je n'étais pas prêt à franchir, du moins pas encore. Après avoir soumis tout au prêteur, j'ai contacté un avocat spécialisé en immobilier pour comprendre mes options et ma responsabilité potentielle. La consultation était coûteuse, mais elle en valait la peine pour la tranquillité d'esprit. Vous avez pris les mesures appropriées pour vous protéger, m'a assuré l'avocat. En signalant la fraude rapidement et en créant une piste papier, vous avez établi que vous n'étiez pas un participant volontaire. C'est crucial si cela finit au tribunal. Quelles sont les chances que cela se produise? Cela dépend de la façon dont les autres parties réagissent. S'ils admettent la fraude et retirent la demande, cela pourrait être résolu sans litige. S'ils se battent ou essaient de prétendre que vous étiez au courant et avez approuvé la demande, les choses pourraient devenir compliquées. J'ai quitté le bureau de l'avocat avec une compréhension claire de ma position et un accord de mandat au cas où les choses s'envenimeraient. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté dans un poste de police local et j'ai déposé un rapport de police purement informatif documentant le vol d'identité sans nommer de suspect ni porter plainte. Cette nuit-là,
je me suis assis dans mon salon sombre, un verre de whisky à la main, contemplant la tempête qui allait frapper ma famille. Mon téléphone était resté étrangement silencieux toute la journée. Le prêteur n'avait pas encore contacté mes parents à propos du rapport de fraude, mais cela allait bientôt arriver. Et ensuite? Mes parents appelleraient-ils pour s'excuser, pour supplier pardon, pour me menacer? Amanda lancerait-elle une de ces manipulations émotionnelles dramatiques? Ou se serveraient-ils les rangs contre moi, l'outsider de la famille qui osait défendre sa propre cause? Alors que je regardais le paysage urbain de Boston, j'ai ressenti un étrange sentiment de calme. Pour la première fois de ma vie, je posais une limite avec ma famille. Ce n'était pas une vengeance mesquine ou une réaction émotionnelle. C'était un acte nécessaire d'autoprotection. Quoi qu'il arrive ensuite, je savais que j'avais fait la bonne chose pour moi. Peu savais-je que le ensuite arriverait plus tôt et plus dramatiquement que je ne m'y attendais. L'appel est arrivé à 9h15 le lendemain matin. J'étais à mon bureau en train d'examiner les portefeuilles clients lorsqu'un numéro inconnu du Connecticut est apparu sur mon écran. J'ai failli l'ignorer. Mais quelque chose m'a dit de répondre. « Bonjour, est-ce Zane Carter ?» La voix de la femme était professionnelle mais tendue. « Oui, c'est Zane. »« Monsieur Carter, mon nom est Julia Thornton. Je suis l'agent immobilier qui gère la vente de la propriété située au 8 Lakeside Drive à Westport, Connecticut. J'appelle car il semble y avoir un problème avec le financement hypothécaire. » Mon cœur s'est emballé, mais j'ai gardé ma voix stable. Quel genre de problème? Eh bien, le prêteur m'a contacté ce matin pour me dire qu'une alerte de fraude a été émise sur la demande. La clôture prévue pour vendredi a été reportée indéfiniment. J'essaie de comprendre ce qui se passe car nous avons des acheteurs qui sont censés emménager la semaine prochaine. Acheteurs, pas demandeurs ou emprunteurs. Elle parlait d'Amanda et Bradley comme s'ils avaient déjà acheté la maison. Je vois, ai-je dit sans m'engager. Et vous m'appelez parce que... Parce que la demande d'hypothèque est à votre nom, Monsieur Carter. Le prêteur a suggéré que je vous parle directement. C'était intéressant. Le prêteur ne lui avait pas parlé de mon rapport de fraude spécifiquement, juste qu'il y avait un problème. Elle ne savait pas que j'étais celui qui avait gelé le processus. Mademoiselle Thornton, je crains qu'il y ait eu un malentendu. Je n'ai jamais demandé d'hypothèque sur cette propriété. Je vis à Boston et je n'ai pas l'intention d'acheter une maison à Westport. Il y a eu une longue pause avant qu'elle ne reprenne la parole, sa voix maintenant incertaine. Mais vos parents, ils ont géré tout pour votre sœur et ses fiancés. Ils ont dit que vous aidiez au financement comme cadeau. L'audace était à couper le souffle. Non seulement ils avaient commis une fraude en mon nom, mais ils avaient créé tout un récit sur ma générosité pour l'expliquer. Ce n'est pas exact, ai-je dit fermement. Je n'ai jamais accepté un tel arrangement. Oh mon Dieu! Son professionnalisme s'est fissuré légèrement. C'est inattendu. Votre sœur et ses fiancés ont déjà donné leur préavis dans leur appartement. Ils ont des déménageurs prévus pour jeudi prochain. Des meubles sur mesure ont été commandés pour livraison vendredi prochain. Je suis désolé de l'apprendre, mais rien de tout cela n'a été autorisé par moi. Monsieur Carter, y a-t-il un moyen pour vous de parler à votre famille? Il y a peut-être eu un malentendu. Les vendeurs ont déjà acheté une autre maison sous condition de cette vente. Il y a plusieurs familles dont les plans seront perturbés si cela échoue. J'ai ressenti une brève pointe de culpabilité, rapidement remplacée par la résolution. Ce n'étaient pas mes problèmes à résoudre. Je vous suggère de parler à mes parents de cette situation, Mademoiselle Thornton. J'ai énoncé ma position clairement. Je n'ai pas demandé ni autorisé cette hypothèque. Après avoir terminé l'appel, j'ai su que le temps tournait. L'agent immobilier contacterait sans aucun doute mes parents immédiatement. Effectivement, en moins de 20 minutes, mon téléphone a explosé de notifications. 3 appels manqués de mon père, 5 de ma mère, 2 de numéros que je ne reconnaissais pas, mais que je soupçonnais d'appartenir à Amanda et Bradley. Les messages vocaux ont commencé à s'accumuler ainsi que les messages textes. Le premier texte de ma mère disait simplement « Zane, s'il te plaît, appelle-nous dès que possible. C'est important. » Le message de mon père était également vague. « Fils, nous devons parler. Appelle-moi quand tu recevras ça. » Je n'ai répondu à aucun des deux. Je voulais qu'il transpire, qu'il se demande exactement combien j'en savais et ce que j'avais l'intention de faire à ce sujet. 1 heure plus tard, le ton des messages a changé. « Maman,
Zané, il y a eu un malentendu avec la maison d'Amanda. S'il te plaît, appelle pour que nous puissions expliquer. Papa, c'est une affaire de famille qui doit être discutée en privé. Appelle-moi. À midi, le désespoir s'est installé. Maman, Zané, s'il te plaît. Amanda est bouleversée. Nous avons fait une erreur. Laisse-nous expliquer. Papa, fils, je sais que tu es contrarié, mais nous ignorer n'est pas la solution. Nous devons en parler en famille. Amanda a finalement envoyé un texto vers 14 heures. Qu'est-ce que c'est, Zané? Tu ruines tout. Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça. L'ironie de son accusation ne m'a pas échappé. À la mi-journée, j'avais 17 appels manqués, 23 messages textes et 9 messages vocaux. J'ai écouté les messages vocaux pendant ma pause déjeuner, notant la progression des appels décontractés pour que je rappelle aux increasingly désespérés, s'il vous plaît. Le dernier message vocal de ma mère était en larmes. Zé, mon chéri, s'il te plaît, appelle-nous. C'est juste un gros malentendu. Nous allions tout te dire. Amanda et Bradley vont perdre la maison de leur rêve si tu ne nous aides pas à régler ça. S'il te plaît, je t'en supplie. Mon père, toujours pragmatique, a adopté une approche différente. Zayn, je comprends que tu sois contrarié. Nous aurions dû en discuter avec toi d'abord. Je prends l'entière responsabilité de cet oubli. Mais ce qui est fait est fait. Trouvons une solution qui convienne à tout le monde. Rappelle-moi, fils. Le message vocal d'Amanda était exactement ce à quoi je m'attendais. Dramatique, égocentrique et manipulateur. Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça après tout ce que j'ai traversé. Le mariage est dans 4 mois. Zané, 4 mois. Où sommes-nous censés vivre? Bradley est furieux. Ses parents posent des questions. Tu ruines ma vie. Et pourquoi, par pure méchanceté? J'ai toujours su que tu étais jaloux de moi, mais c'est bas, même pour toi. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Au lieu de cela, je me suis concentré sur mon travail, rencontrant des clients et examinant des stratégies d'investissement comme si c'était un jour normal. À l'intérieur, cependant, j'étais un désordre d'émotions contradictoires, colère, blessure, vindication, et même une pointe de satisfaction d'avoir enfin défendu ma propre cause. À 17h30, juste au moment où je me préparais à quitter le bureau, j'ai reçu un email d'une adresse que je ne reconnaissais pas. L'objet disait « Conséquences juridiques de vos actions ». Le message était bref mais menaçant. Zayn, c'est Bradley. Votre caprice d'enfant met en péril la situation de vie de plusieurs familles et pourrait entraîner des pertes financières substantielles. Si vous persistez dans ce comportement, les avocats de ma famille exploreront toutes les options juridiques, y compris un procès civil pour dommages et intérêts et potentiellement des accusations criminelles pour sabotage financier délibéré. Soyez intelligents et appelez vos parents immédiatement pour résoudre cette situation. J'ai ri à voix haute de l'absurdité. Ils me menaçaient d'action en justice. Alors que mes parents avaient commis de véritables crimes fédéraux en mon nom, l'email révélait à quel point ils comprenaient peu la gravité de ce qu'ils avaient fait, ou à quel point ils avaient complètement mal lu mon caractère. Ils pensaient toujours que je céderais sous la pression comme je l'avais fait tant de fois auparavant. Pas cette fois. Juste au moment où j'allais rentrer chez moi, mon téléphone de bureau a sonné. C'était la réceptionniste du hall. Monsieur Carter, il y a une tante Linda ici pour vous voir. Elle dit que c'est une urgence familiale. Tante Linda, la sœur de ma mère, ils avaient envoyé des renforts. Dites-lui que je suis déjà parti pour la journée, ai-je ordonné. Elle dit qu'elle est venue de Chicago spécialement pour vous voir. Elle est assez insistante. Bien sûr qu'elle l'était. Tante Linda avait toujours été la plus fidèle alliée de ma mère. Je suis désolé, mais j'ai un autre rendez-vous. S'il vous plaît, dites-lui que je ne peux pas la rencontrer aujourd'hui. Alors que je rassemblais mes affaires, mon téléphone portable a sonné avec le numéro de tante Linda. J'ai refusé l'appel et pris la sortie arrière du bâtiment pour éviter une confrontation potentielle dans le hall. Sur le chemin du retour, la réalité de la situation m'a frappé de plein fouet. Il ne s'agissait pas seulement de mes parents et de ma sœur. Toute la famille élargie était impliquée, formant un front uni contre moi. Ils étaient au courant de l'hypothèque frauduleuse depuis le début. Certains avaient même contribué à la tromperie en discutant dans des groupes de discussion tout en m'excluant soigneusement. Pendant des années, je m'étais dit que ma place à la périphérie de la famille était mon choix,
que j'étais trop occupé par ma carrière pour m'engager davantage. Maintenant, je comprenais la vérité. J'avais toujours été l'outsider, celui dont les intérêts et le bien-être pouvaient être sacrifiés au profit d'Amanda. La prise de conscience était douloureuse mais clarifiante. Ces gens n'agissaient pas dans mon meilleur intérêt, et n'avaient jamais agi ainsi. Quoi qu'il arrive ensuite, je devais donner la priorité à ma protection, même si cela signifiait altérer définitivement ma relation avec ma famille. Après une autre nuit blanche, j'ai décidé qu'il était temps d'affronter ma famille directement. Pas en personne. Je n'étais pas encore prêt pour cela, mais au moins pour entendre leur explication. J'avais besoin de comprendre comment ils pouvaient justifier ce qu'ils avaient fait avant de prendre des décisions finales sur le dépôt de plainte. J'ai appelé le téléphone portable de mon père exactement à 9 h le lendemain matin. Il a décroché au premier ring. « Zayn, Dieu merci. Nous essayons de vous joindre. »« Je sais », ai-je dit froidement. J'ai été occupé à gérer la situation de vol d'identité. Une pause. « Fils, c'est juste un malentendu. Nous devrions en discuter en famille. Pouvez-vous organiser un appel vidéo pour que tout le monde puisse participer ? Fine. Mettez-le en place et envoyez-moi le lien par SMS. 20 minutes plus tard, je me suis assis à ma table de cuisine, fixant l'écran de mon ordinateur portable. Mes parents sont apparus en premier, assis côte à côte sur le canapé de leur salon. Ils semblaient fatigués et stressés, les yeux de ma mère rouges à force de pleurer, les cheveux habituellement parfaits de mon père ébouriffés. « Zayn, merci d'avoir accepté de parler. » Mon père a commencé, sa voix artificiellement décontractée, comme si nous discutions de projets de week-end plutôt que de crimes fédéraux. Nous savons que vous devez avoir des questions sur la situation hypothécaire. La situation hypothécaire, ai-je répété sèchement. Vous voulez dire la demande frauduleuse que vous avez soumise en mon nom sans ma connaissance ou mon consentement? La signature falsifiée? Le vol d'identité? Cette situation? Ma mère a tressailli. Chérie, nous allions te le dire. Nous voulions juste attendre après la clôture. Après que vous ayez déjà commis plusieurs crimes fédéraux en mon nom. Quelle attention! Ne sois pas dramatique, a dit mon père, son ton condescendant enflammant instantanément ma colère. Nous aidions simplement Amanda et Bradley à sécuriser leur première maison. Nous avons toujours eu l'intention d'effectuer les paiements. Votre nom était juste sur les papiers. Juste sur les papiers. Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait? Vous avez commis une fraude hypothécaire et un vol d'identité. Ce sont de graves crimes fédéraux avec des peines de prison potentielles. Les yeux de ma mère se sont élargis. La prison? Ne dites pas de bêtises. C'est une affaire de famille. Avant que je ne puisse répondre, Amanda a rejoint l'appel, le visage couvert de larmes. Comment as-tu pu me faire ça, Zayn? Nous devons emménager la semaine prochaine. Le bail de l'appartement se termine. Les déménageurs sont prévus. Les meubles sont en cours de livraison. Je ne t'ai rien fait, Amanda. Je suis la victime ici. Mon identité a été volée. Elle n'a pas été volée, a-t-elle crié. Maman et papa nous aidaient. Tu es juste jaloux parce que je me marie et que je commence une vraie vie pendant que tu es seul dans ton triste petit condo. Une vraie vie financée par la fraude, ai-je répondu calmement. Et mon triste petit condo est payé avec de l'argent que j'ai gagné légalement. Contrairement à votre maison de rêve. Bradley est apparu à l'écran ensuite, son bras autour d'Amanda protectrice. Son expression habituellement douce et confiante était remplacée par une colère à peine contenue. C'est complètement inutile, Zayn. Vous créez une crise à partir d'un simple arrangement familial. Vos parents nous ont assuré que vous accepteriez d'aider votre sœur sans me demander d'abord. Ce n'est pas de l'aide, c'est de la fraude. Mon père s'est penché en avant. Fils, nous ferons tous les paiements. Tu n'auras pas à contribuer un sou. Ton crédit ne sera pas affecté. Nous avions juste besoin de votre historique de crédit pour obtenir le prêt. Parce que votre propre crédit est trop faible pour vous qualifier, ai-je déclaré. Ce n'était pas une question. Mes parents ont échangé des regards. Nous avons eu quelques revers financiers, a admis mon père à contre-cœur. Le marché n'a pas été tendre avec nos investissements, et l'entreprise immobilière de votre mère a souffert pendant le ralentissement. Alors, au lieu de vivre selon vos moyens ou d'avoir une conversation honnête avec Amanda et Bradley sur ce que vous pouviez vous permettre, vous avez décidé de commettre une fraude.
Nous essayons d'aider votre sœur, a pleuré ma mère. Est-ce si mal de vouloir le meilleur pour notre fille au détriment de votre fils? En commettant des crimes en mon nom qui pourraient détruire ma carrière et mon avenir financier. Oui, c'est mal. L'expression de Bradley s'est assombrie. Écoutez, ce qui est fait est fait. La question pratique maintenant est de savoir comment aller de l'avant. Les vendeurs menacent de garder la compte si nous ne clôturons pas la semaine prochaine. Ça fait 50 000 $, Zayn. Êtes-vous prêt à coûter autant à votre famille juste pour prouver un point? J'ai ri sans humour. C'est fort venant de quelqu'un qui me menaçait de procès. Mais laissez-moi être clair. Je ne vous dois rien. Pas une explication, pas d'aide, et certainement pas mon identité financière. J'ai tourné mon attention vers mes parents. Laissez-moi vous expliquer exactement ce que vous avez fait puisque vous semblez confus quant à la gravité. En soumettant une demande d'hypothèque en mon nom sans mon consentement, vous avez commis un vol d'identité, un crime fédéral passible de 15 ans de prison. En falsifiant ma signature sur des documents de prêt, vous avez commis une falsification, un autre crime grave. Et en mentant sur une demande d'hypothèque, vous avez commis une fraude hypothécaire, passible de 30 ans de prison et d'amende jusqu'à 1 million de $. Mes parents ont pâli alors que je continuais. En tant que conseiller financier, je suis soumis à des vérifications d'antécédents et à un examen financier. Si une hypothèque frauduleuse apparaissait sur mon dossier, je pourrais perdre mes licences professionnelles, mon emploi et ma carrière. Avez-vous envisagé cela avant de décider de voler mon identité pour la maison d'Amanda? Nous ne laisserions jamais cela arriver, a protesté ma mère. Nous effectuerons tous les paiements à temps. Je le jure. Avec quel argent? Ai-je demandé avec insistance. Vous venez d'admettre que vous avez des difficultés financières. Que se passera-t-il lorsque vous manquerez un paiement? Lorsque le prêteur saisira, tout cela serait sur mon historique de crédit, détruisant tout ce pour quoi j'ai travaillé. Mon père a écarté les mains dans un geste apaisant. Nous trouverons quelque chose. Peut-être que les parents de Bradley pourraient t'aider avec les paiements. La tête de Bradley s'est levée brusquement. Mes parents ne sont pas au courant de cet arrangement, et ils ne le seront pas. Mon père n'approuverait jamais cette situation. Quelque chose dans son ton m'a fait m'arrêter. Ils ne sont pas au courant de la maison. Ils savent que nous achetons une maison, a dit Bradley prudemment. Ils ne sont pas au courant des détails du financement. De la fraude, vous voulez dire? Je l'ai regardé à travers l'écran. Est-ce que quelqu'un dans votre famille sait que cette hypothèque est obtenue frauduleusement? Le silence de Bradley était une réponse suffisante. Je ne pense pas, car les gens normaux ne commettent pas de crimes pour acheter des maisons qu'ils ne peuvent pas se permettre. Amanda a éclaté en sanglots à nouveau. Tu ruines tout. Le mariage est dans 4 mois. Où sommes-nous censés vivre? Les parents de Bradley s'attendent à ce que nous ayons la maison prête pour le dîner de répétition. Ce n'est pas mon problème, ai-je dit fermement. Vous tous avez créé la situation. Vous pouvez en assumer les conséquences. Que veux-tu, Zayn, a demandé mon père, la voix tendue par la frustration. De l'argent. C'est ça? Parce que si c'est une sorte de ressentiment tardif concernant le financement de l'université ou les attentes d'héritage, nous pouvons en discuter séparément. Sa suggestion que mon objection au vol d'identité était réellement une question d'argent était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Ce que je veux, c'est que vous admettiez au prêteur que vous avez soumis une demande frauduleuse. Je veux que vous disiez la vérité, que vous retiriez la demande et que vous assumiez la responsabilité de vos actions. Sinon, je porterai plainte pour vol d'identité et fraude. Le choc sur leur visage aurait été comique dans d'autres circonstances. Tu ne le ferais pas, a murmuré ma mère. Nous sommes ta famille. La famille ne se vole pas mutuellement, ai-je répondu. La famille ne nous met pas en danger de ruine financière. Vous avez fait votre choix lorsque vous avez décidé d'utiliser mes informations sans mon consentement. Maintenant, je fais le mien. Cela va nous détruire, a dit mon père d'une voix rauque. Ma réputation dans la communauté, la licence immobilière de votre mère, tout ce que nous avons construit. Vous auriez dû y penser avant de commettre plusieurs crimes. Amanda sanglotait de façon incontrôlable maintenant. Et mon mariage, mon avenir? Comment pouvez-vous être si cruel? Bradley, pendant ce temps, était devenu très silencieux, son expression calculatrice alors qu'il regardait entre Amanda et ses parents. Je dois discuter de cette situation avec mes parents, a-t-il dit finalement.
Cela a des implications financières dont je n'étais pas pleinement conscient. L'implication était claire. Bradley reconsidérait la relation maintenant qu'il comprenait la véritable situation financière de ses futurs beaux-parents. Vous avez 24 heures, ai-je dit à mes parents. Soit vous contactez le prêteur et admettez ce que vous avez fait, soit je déposerai une plainte formelle vous nommant comme auteur de vol d'identité et de fraude. Votre choix. Sans attendre de réponse, j'ai mis fin à l'appel et fermé mon ordinateur portable. Mes mains tremblaient, mais mon esprit était clair. Pour la première fois de ma vie, j'avais tenu tête à ma famille et fixé une limite ferme. Quoi qu'il arrive ensuite, cela dépendait d'eux. Le lendemain, j'ai reçu un appel du service de fraude du prêteur. Mes parents les avaient contactés, admis avoir soumis la demande sans ma connaissance ou mon consentement, et retiré la demande d'hypothèque. Le compte serait retiré de mon rapport de crédit, et le prêteur ne poursuivrait pas en justice puisque moi, en tant que victime, n'avais pas demandé de poursuite. 3 heures plus tard, j'ai reçu un message d'Amanda, Bradley a rompu les fiançailles. J'espère que tu es heureux maintenant que tu as ruiné ma vie. Je n'étais pas heureux, mais j'étais fier de moi d'avoir enfin défendu ce qui était juste, même quand c'était difficile. Et au fond, je savais que cet épisode douloureux pourrait finalement mener à quelque chose de mieux pour nous tous. 6 mois se sont écoulés sans contact de ma famille, pas d'appel pour mon anniversaire, pas d'invitation au dîner de Thanksgiving, juste le silence. C'était douloureux, mais aussi paisible. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne gérais pas le sous-courant de drame familial qui avait toujours consommé une grande partie de mon énergie émotionnelle. Je me suis lancé dans mon travail, acceptant de nouveaux clients et élargissant mon cabinet pour inclure des services de récupération de vol d'identité. Mon expérience personnelle m'avait donné des aperçus que la plupart des conseillers financiers n'avaient pas, et les clients appréciaient ma compréhension approfondie des aspects financiers et émotionnels du vol d'identité. Puis, par un après-midi d'octobre croustillant, j'ai reçu un email d'Amanda. J'ai failli le supprimer sans le lire, mais la curiosité a pris le dessus. Zayn, je suis en thérapie depuis 4 mois. Mon thérapeute m'a suggéré de vous contacter pour faire amende honorable. Je suis désolé pour mon rôle dans ce qui s'est passé avec la maison et l'hypothèque. Je savais que ce que maman et papa faisaient était mal, mais je me suis convaincu que c'était ok parce qu'ils ont dit qu'ils s'occuperaient de tout. J'aurais dû me lever et dire non. J'étais égoïste et j'avais le droit, et je t'ai blessé dans le processus. Je ne m'attends pas au pardon, mais je voulais que tu saches que je comprends que ce que j'ai fait était mal. J'ai lu l'email 3 fois, cherchant la manipulation ou l'agenda caché qui avait caractérisé tant d'excuses d'Amanda par le passé, mais cela semblait sincère, une simple reconnaissance du mal fait sans excuse ni attente. J'ai répondu brièvement, merci pour votre excuse. J'apprécie votre honnêteté et je vous souhaite bonne chance dans votre parcours thérapeutique. 2 semaines plus tard, une lettre est arrivée de mes parents. Une véritable lettre manuscrite, pas un email ou un SMS. La belle écriture de ma mère remplissait 3 pages avec ce qui semblait être un compte rendu sincère de leurs actions et de leurs regrets. Nous avons trahi votre confiance de la pire manière possible, a-t-elle écrit. Nous nous sommes convaincus que nous aidions Amanda, mais la vérité est que nous favorisions sa dépendance et son droit, tout en violant votre autonomie et en détruisant potentiellement votre avenir financier. Aucun parent ne devrait jamais sacrifier un enfant pour un autre. Pourtant, c'est exactement ce que nous avons fait tout au long de votre vie. Nous ne nous attendons pas au pardon, mais nous voulons que vous sachiez que nous assumons la responsabilité de nos actions et que nous travaillons à devenir de meilleures personnes et de meilleurs parents. Mon père avait ajouté un paragraphe à la fin de son écriture soignée. Fils, je t'ai échoué en tant que père. Je t'ai appris à être responsable et indépendant, puis je t'ai puni d'incarner ces qualités même tout en récompensant la dépendance d'Amanda. Quand tu as réussi malgré notre manque de soutien, je t'en ai voulu au lieu de célébrer tes réalisations. Puis j'ai commis un crime contre toi qui aurait pu détruire tout ce pour quoi tu as travaillé si dur. J'ai profondément honte et je suis sincèrement désolé. La lettre se concluait par une invitation, pas une demande ou une attente, mais une véritable invitation. Si jamais vous vous sentez prêt à tenter de reconstruire notre relation, nous serions reconnaissants de l'opportunité. En attendant, nous respectons votre limite et nous concentrons sur le fait de devenir des personnes dignes de votre confiance. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'avais besoin de temps pour traiter mes sentiments et déterminer si j'étais prêt à un quelconque niveau de réconciliation. Après en avoir discuté avec mon thérapeute, oui, j'avais aussi commencé une thérapie. J'ai décidé d'accepter une invitation limitée pour le dîner de Thanksgiving, sans séjour prolongé,
et sous réserve que je puisse partir à tout moment si je me sentais mal à l'aise. Ce Thanksgiving a été maladroit, mais étonnamment guérisseur. La maison de mes parents semblait différente, plus petite, plus modeste. J'ai appris plus tard qu'ils avaient réduit leur taille, vendu leur colonial pour rembourser leurs dettes et acheter une maison de ville plus abordable. Ma mère avait suivi des cours de gestion financière. Mon père avait rejoint un groupe de soutien pour parents travaillant à réparer les relations avec leurs enfants adultes. Amanda est venue pour le dessert, arrivant sans l'entrée dramatique qui avait été sa marque de fabrique lors des réunions de famille. Elle avait l'air différente, moins soignée, plus authentique. Elle avait emménagé dans un petit appartement et avait pris un emploi à temps plein dans une organisation à but non lucratif, son premier vrai poste adulte avec des responsabilités et une obligation de rendre compte. Bradley est parti, m'a-t-elle dit quand nous avons eu un moment seul. Après que l'hypothèque ait échoué, il a commencé à s'éloigner. Quand il a réalisé que maman et papa ne pouvaient pas beaucoup contribuer au mariage, il a suggéré de reporter. Puis reporter est devenu annulation, et annulation est devenu une pause. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il sortait avec la fille d'un banquier. Je suis désolé, ai-je dit, et je le pensais sincèrement. Quelles que soient ses fautes, Amanda avait sincèrement aimé Bradley. Elle a haussé les épaules. Ne le sois pas. Il aimait l'idée de moi, la jolie fille insouciante avec une famille apparemment prospère. Il ne voulait pas de moi, la vraie, avec de vrais problèmes et responsabilités. Je suis en fait bien seul pour la première fois de ma vie. C'est effrayant, mais c'est bien. Au cours des mois suivants, notre famille a entamé une reconstruction prudente. Nous avons établi des limites claires. Nous avons eu des conversations honnêtes sur le passé. Mes parents ont suivi une thérapie familiale, à la fois avec moi et sans moi. Ils n'ont fait aucune grande promesse, juste de petits efforts constants pour rétablir la confiance, une interaction à la fois. Mon père m'a demandé de l'aide pour examiner son plan de retraite, une humble reconnaissance de mon expertise qui aurait été impensable un an plus tôt. Ma mère m'a consulté avant de prendre des décisions d'investissement, admettant ouvertement ses erreurs financières passées. Amanda et moi avons développé une relation d'égo pour la première fois. Elle s'est renseignée sur mon travail avec un intérêt sincère. Je l'ai soutenue dans ses efforts pour construire une vie indépendante. Nous avons découvert des intérêts communs qui avaient été obscurcis par des années de favoritisme parental et de compétition. Pour mon 32e anniversaire, au lieu de la carte cadeau obligatoire qu'ils envoyaient habituellement, mes parents m'ont donné quelque chose de précieux, un dossier contenant la documentation de toutes les mesures qu'ils avaient prises pour assurer ma sécurité financière et la protection de mon identité. Ils avaient installé des mesures de sécurité avancées sur leurs ordinateurs et téléphones, créé des mots de passe uniques pour tous les comptes, inscrit des services de surveillance d'identité et suivi des cours sur la cybersécurité et la prévention de la fraude. Nous ne pouvons pas annuler la rupture de confiance, a dit mon père alors que j'examinais les documents. Mais nous pouvons vous montrer par des actions que nous nous engageons à protéger plutôt qu'à mettre en danger votre avenir financier. Sur le plan professionnel, ma spécialité dans la récupération de vols d'identité était devenue une partie importante de ma pratique. J'ai développé du matériel pédagogique, parlé lors d'événements communautaires et aidé des dizaines de clients à naviguer dans le processus complexe de récupération de leur identité financière. Beaucoup étaient victimes de fraude familiale, comme moi. Ils étaient reconnaissants de travailler avec quelqu'un qui comprenait à la fois les dimensions pratiques et émotionnelles de leur expérience. Avec le recul, 18 mois après cette vérification de crédit fatidique, je peux voir que l'expérience douloureuse a apporté des leçons précieuses. J'ai appris que fixer des limites n'est pas égoïste. C'est nécessaire pour des relations saines. J'ai découvert que me défendre n'a pas détruit ma famille. Cela a créé l'opportunité d'une connexion plus authentique basée sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation ou la manipulation. Le plus important, j'ai réalisé que le pardon ne nécessite pas d'oublier. Je pouvais pardonner à mes parents et à ma sœur pour leurs actions tout en maintenant des limites saines et en exigeant des comptes. Le pardon n'était pas un cadeau que je leur faisais. C'était un cadeau que je me faisais, libérant la colère et le ressentiment qui m'avaient pesé. Si vous regardez ceci et que vous êtes aux prises avec de la manipulation financière familiale ou du vol d'identité, souvenez-vous de ceci. Vous avez le droit de vous protéger. Les liens familiaux ne vous obligent pas à accepter les mauvais traitements ou les comportements criminels. Le chemin vers la résolution peut être douloureux, mais se tenir dans sa vérité en vaut toujours la peine en fin de compte. Avez-vous déjà eu un membre de votre famille abusé de votre confiance financièrement? Comment l'avez-vous géré?
Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez trouvé de la valeur dans mon histoire, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus d'expériences réelles. N'oubliez pas de protéger vos rapports de crédit et vos informations personnelles, même de ceux qui vous sont les plus proches. Parce que parfois, les personnes qui devraient le plus nous protéger sont celles contre lesquelles nous devons nous défendre. Merci de m'avoir écouté et prenez soin de votre santé financière et de votre bien-être émotionnel. Ils sont tous deux également importants pour construire une vie vraiment réussie.